Mon invité aujourd'hui est Sébastien Gobert pour ce livre L'Ukraine, la République et les oligarques, qui vient d'être publié aux éditions Talendier et qui nous permet de mieux comprendre la vie politique ukrainienne. Bonjour Sébastien. Bonjour, bonjour Pascal. Alors, vous faites une première différence entre les oligarques russes et les oligarques ukrainiens. Vous écrivez qu'il n'y a pas eu le moment Youkos en Ukraine et peut-être expliquer ce qu'a été le moment Youkos en Russie et donc quelle différence cela fait entre les oligarques russes et les oligarques ukrainiens. Alors, les oligarques russes et les oligarques ukrainiens, comme tous les oligarques post-soviétiques, c'est un peu de la même espèce à la base. C'est-à-dire que dans les années 1990, on parle d'opportunistes, on parle d'aventuriers, on parle de fonctionnaires corrompus, on parle de gens qui ont saisi des opportunités pour se servir sur la bête, devenir millionnaires du jour au lendemain en saisissant des usines, des oléoducs, des gazoducs et en dépeçant l'appareil d'État soviétique et en profitant du chaos des années 1990. Mais la différence fondamentale entre donc les oligarques ukrainiens et les oligarques russes, c'est, comme vous disiez Pascal, qu'il y a eu en fait ce moment Youkos au début des années 2000, quand Vladimir Poutine s'est installé au Kremlin. Il a très très vite mis au pas l'oligarchie russe, et ce qui fait qu'en fait, depuis le début des années 2000, eh bien, les oligarques russes ne sont plus que des porte-monnaies du Kremlin, voire même des porte-flingues. À l'inverse, en Ukraine, à la fin des années 1990, le président de l'époque, donc qui s'appelait Leonid Kuchma, a passé un pacte de manière plus ou moins explicite avec les oligarques pour les attirer dans la sphère publique, pour les attirer dans la sphère politique et pour en fait transférer leurs conflits de la rue à l'hémicycle du Parlement. Et il a formalisé cet accord dans un système qui a perduré jusqu'à nos jours et que donc moi j'appelle la république oligarchique. C'est-à-dire, pour aller très très vite, un système d'interpénétration des groupes oligarchiques avec les institutions d'État, c'est-à-dire évidemment le politique, le judiciaire, l'administratif, et puis tout ce qui englobe la sphère publique, c'est-à-dire aussi les médias. Ce système, eh bien, il a régulé plus ou moins de nombreux aspects de la vie politique ukrainienne ces dernières décennies, avec en son centre le président de la République comme arbitre ou comme primus inter pares, ou encore d'autres positions que eh bien, les présidents ont pu assumer dans ce système. Et donc, on arrive à un système où les oligarques en Ukraine tiennent le pays. Exactement. C'est ce que j'ai voulu en fait montrer dans ce livre, c'est le poids démesuré par rapport à d'autres républiques post-soviétiques, mais aussi évidemment par rapport à d'autres pays, à d'autres républiques post-communistes d'Europe centrale, ou à d'autres pays qui répondent au modèle européen que l'Ukraine entend répondre. Eh bien, c'est le poids démesuré de ce système donc dans la gestion de nombreux aspects de la vie publique. Alors, ce que j'ai voulu montrer, en fait, ce sont les différents aspects de cette république oligarchique pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle a été ces dernières décennies. C'est-à-dire que en fait, je n'apporte pas de jugement de valeur. Quand on pense à oligarchie, quand on pense à système oligarchique, on pense évidemment à corruption. On pense évidemment à népotisme. On pense évidemment à économie de monopole qui Oui, vous étouffe écrivez qu'un toute siège de député concurrence. se négocie à 5 millions. Alors, ça c'est un ticket d'entrée pour que les groupes oligarchiques placent leurs candidats comment dire, euh, à la Verkhovna Rada, pardon, donc au Parlement. Mais ensuite, évidemment, on pourrait décliner, si vous voulez, ces tickets d'entrée qui sont des indicateurs hein, de la valeur donc, que les groupes oligarchiques apportent au système politique, mais aussi au système oligarchique. On peut aussi payer pour une enquête, on peut aussi payer pour un reportage et ainsi de suite. Je reprends mon idée. Quand on pense à oligarchie, donc évidemment, on a des connotations très négatives. Mais ce qu'il faut voir aussi dans le contexte ukrainien, et c'est aussi une différence fondamentale par rapport à la Russie qui a connu ce moment Youkos, qui a connu cette consolidation de la verticale du pouvoir, eh bien, c'est que ce système oligarchique, il a entretenu une concurrence politique, il a entretenu une pluralité médiatique, il a entretenu une culture de la controverse, il a entretenu une culture de l'enquête et de l'investigation.
Et aussi ce système oligarchique, et c'était d'ailleurs une des motivations premières du président Kouchma à la fin des années 90, eh bien, il a maintenu une espèce de consensus sur le maintien de la souveraineté nationale, puisque les oligarques, en tant que très bons entrepreneurs capitalistes, sont d'abord intéressés de préserver leur précaré. Et donc, ce précaré, ça a été l'Ukraine. Et pour préserver leur monopole, eh bien, ils se sont entendus sur la défense de la souveraineté nationale, notamment face aux investisseurs et aux grandes fortunes russes. Alors, on va revenir effectivement sur l'attitude des oligarques par rapport à la guerre que mène la Russie à l'Ukraine, mais dans un premier temps, vous écrivez que la révolution orange a été relativement impuissante par rapport au système oligarchique. Ça a été un des grands paradoxes de la Révolution orange, donc ce grand mouvement citoyen de la fin 2004, début 2005, on se rappelle, hein, les conditions de la Révolution orange, une élection truquée, un candidat empoisonné, Yushchenko, qui a donné lieu à des manifestations pendant plusieurs semaines sur Maïdan Nezalezhnosti, sur la place de l'indépendance à Kiev. Cette révolution, elle s'est faite dans un contexte de faiblesse structurelle de la classe moyenne et de la société civile, due au chaos des années 1990. Ce qui fait qu'une fois que la révolution a été gagnée, eh bien, la société civile n'a pas vraiment assuré de service après-vente, si on peut dire. Et elle n'a pas vraiment insisté sur les réformes de la même manière qu'elle l'a fait à partir de 2014. Et donc, en fait, cette révolution orange de 2004-2005, eh bien, a donné lieu à une espèce d'âge d'or de l'oligarchie ukrainienne qui s'est exprimée à tous les niveaux, c'est-à-dire dans l'obtention des marchés publics, dans les négociations gazières, les négociations énergétiques, dans les affrontements au plus haut niveau entre la première ministre de l'époque, Yulia Tymoshenko, et donc ce président Viktor Yushchenko. Et ça a créé une parenthèse, en fait, où cette oligarchie a été extrêmement vive et extrêmement eh bien, productrice de différents Alors, conflits qui ont mené, en fait, les réformes post-révolution. est-ce que la guerre a créé un sursaut patriotique chez les oligarques? Alors, donc avant de parler de ça, il faut évidemment, si on parle de la révolution de 2004, il faut parler de la révolution de 2014. Puisque la révolution de 2014, là pour le coup, s'est passée dans des conditions vraiment différentes où la société civile, donc portée par l'affirmation de la classe moyenne et d'entrepreneurs moyens, eh bien, a véritablement été un mouvement citoyen qui là a été beaucoup moins instrumentalisé par les oligarques que ne pouvait l'être la révolution de 2004. Et à partir de 2014, ce qu'on a vu, c'est une implication très très forte de cette société civile dans ce mouvement de transformation du pays, dans ce mouvement de modernisation de l'économie et dans ce mouvement de réforme en règle générale. Et cela s'est fait en adéquation avec des réformateurs qui ont été placés à la tête de l'État, ce qui n'avait pas été le cas après la Révolution orange, et par une assistance prononcée des partenaires étrangers et notamment évidemment des partenaires occidentaux. Donc, ce qu'il faut, quand on parle de sursaut patriotique à partir de 2022 parmi les oligarques, il faut aussi remettre ça dans le contexte du processus de transformation qui s'est mis en place ces 10 dernières années. Et aussi, évidemment, dans le contexte de la guerre qui a commencé en 2014. Puisqu'en fait, le sursaut patriotique, qu'est-ce qu'on attendait en 2022 qu'on n'avait pas déjà vu en 2014? En 2014, on avait vu le principal oligarque ukrainien, Rinat Akhmetov, jouer un jeu très trouble dans sa région natale du Donbass avant de se ranger du côté ukrainien. En 2014, on avait vu Igor Kolomoïski, donc encore un personnage haut en couleur, qui est aussi associé d'une certaine manière à Volodymyr Zelensky, à lui s'investir fait et cause et investir vraiment de sa personne pour lutter contre la première phase de l'agression russe dans l'est de l'Ukraine. Alors qu'en 2019, il prenait une reprise du dialogue avec la Russie et un abandon des territoires occupés. Et donc, en fait, tous ces comportements d'oligarques qu'on a vus de ces 10 dernières années, eh bien, finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé en 2022. C'est-à-dire qu'on a vu des oligarques qui sont partis. Il y a le fameux bataillon Monaco, c'est-à-dire des riches Ukrainiens qui ont trouvé refuge sur la Côte d'Azur, à Monaco,
mais maintenant qu'ils ont compris qu'ils devaient commencer à payer des impôts en France, eh bien, ils sont plutôt partis vers Dubaï. On a des oligarques qui se sont cachés, on a des oligarques qui se sont investis dans l'effort de guerre, et évidemment, eh bien, on a quelques oligarques qui continuent à poser des problèmes et qui veulent continuer à s'imposer comme contre-pouvoir face à l'État. Et peut-être pour conclure cet entretien et rapidement, dans ce débat entre société civile et oligarques, est-ce que vous pensez que l'Ukraine est contrainte à vivre avec les oligarques ou est-ce que la société civile peut prendre le dessus sur les oligarques? Alors, ça, c'est l'objet donc de la fin de mon livre. Je ne me livre pas à une conclusion, mais je propose plusieurs scénarios. Et dans ces scénarios, nous avons évidemment celui du status quo, qui, après tout, cette république oligarchique, eh bien, elle a survécu et prospéré ces 30 dernières années. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas encore le cas pendant 30 ans? On a aussi le potentiel, enfin le scénario d'une dérive autoritaire du régime actuel, pardon, parce que, évidemment, dans le contexte de la loi martiale, eh bien, Volodymyr Zelensky et son équipe ont des prérogatives dont leurs prédécesseurs ne pouvaient que rêver. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais ça fait pas toujours partie des scénarios. Et dans ce cas-là, ils réduiraient mathématiquement l'influence des groupes oligarchiques. On a aussi le scénario d'une occidentalisation de ces groupes oligarchiques. Donc, moi, ce que j'appelle un moment Rockefeller, donc évidemment en référence à l'expérience américaine, où en fait ces oligarques, eh bien, ils se plieraient à l'état de droit, aux règles de l'état de droit, pour préserver leurs acquis et pour s'installer comme eh bien, des entrepreneurs capitalistes plus ou moins classiques. On a aussi la possibilité d'une révolte populaire, on a aussi la possibilité d'une sécession. Enfin bon, voilà, je propose plusieurs Les scénarios, scénarios sont ouverts. sachant que ce débat entre les groupes oligarchiques et la société civile n'est pas un débat seulement à deux parties. Il y a aussi les partenaires occidentaux et évidemment, dans ce contexte, dans le contexte depuis 2014 et dans le contexte actuel de loi martiale, il y a évidemment l'État. Merci Sébastien Gobert. Je renvoie à la lecture de votre livre L'Ukraine, la République et les oligarques qui vient d'être publié aux éditions Talendier. Merci à vous. Merci Pascal.